Bonsoir. On va commencer. Voilà. Merci pour le son. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est ma première présentation de saison. Donc merci beaucoup pour votre présence et pour votre soutien. Nous avons composé la saison prochaine avec toute l'équipe du théâtre, évidemment, puisque c'est ce que nous faisons. C'est évidemment le cœur de l'activité du Théâtre de Garonne, d'être sur le contenu, ce que nous allons présenter et accompagner. Et donc c'est Stéphane Boitel et Marie Briolet et moi-même qui allons présenter la saison ce soir, et en compagnie de 5 des nombreux partenaires que nous avons au Théâtre Garonne qui accompagnent cette saison, et aussi en compagnie de 2 artistes qui seront présents la saison prochaine. Donc merci beaucoup pour votre présence, merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi aux interprètes, donc Jérémy et Alain, voilà, qui vont interpréter toute la présentation de saison en langue des signes. Avant de commencer, j'aimerais vous dire un mot sur où on est. Donc, parce que vous imaginez un énorme show pour cette présentation de saison, pas du tout, pas du tout. On est sur le plateau de Joris Lacoste, de son spectacle, sa création Nexus de l'adoration. Joris Lacoste et son équipe sont dans les tout derniers jours de création. Donc merci à eux de nous avoir libéré le plateau pour faire cette présentation de saison. En fait, ils ont migré vers les ateliers. Voilà, à côté, ils sont en train de travailler la chorégraphie. Et ils présentent Nexus de l'adoration dans le cadre du Festival d'Avignon, le IN d'Avignon. Et ils sont ici à Garonne dans le cadre du programme Avant-première avant Avignon, donc qui consiste en fait à présenter le spectacle au public avant de le présenter aux programmateurs et à la presse et au monde entier au Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est un grand moment de visibilité et les artistes ont besoin en fait de tester leur spectacle avant le public. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons imaginé cet accompagnement avant-première avant Avignon. Et puis aussi, ça vous permet de découvrir en primeur, avant Avignon, justement, d'avoir la chance de découvrir une nouvelle forme et aussi, d'une certaine manière, de participer à l'éclosion de cette œuvre. Voilà. Donc, Nexus de l'adoration, on vous en reparlera tout à l'heure. Et donc, juste pour que ce soit clair, on ne va rien utiliser de tout ce qui est sur le plateau ce soir. Voilà. Mais par contre, on est très heureux d'être dans son atelier d'artiste, parce que finalement, l'accompagnement des artistes, c'est la chose la plus importante au Garonne. Et puis là, on est dans son atelier. Voilà, on est sur son plateau, on fait attention à ne rien casser. Voilà. Un autre mot sur avant de commencer, sur la nouvelle identité visuelle, voilà, qui est là. Avec le A, qui est en fait le dessin du bâtiment où on se trouve, le A de théâtre, avec le petit A de Garonne, qui est justement les ateliers, là, où Joris Lacoste est en train de danser. Et puis avec le N, évidemment, qui est la Garonne, donc un théâtre au bord de l'eau, un théâtre auréolé ou protégé par son dieu circonflexe. Voilà. C'est l'atelier graphique Perse qui a fait cette identité visuelle. Ils sont de Saint-Étienne, on les découvre, on collabore très bien ensemble, et on leur a demandé de s'inspirer pour l'affiche de saison d'une œuvre d'une artiste, d'une installation qui s'appelle Das Wassis. L'artiste s'appelle Ulla von Brandenburg. Elle est plasticienne, elle est scénographe. Nous avons décidé de l'inviter pour 3 ans et de l'accompagner en collaboration avec le musée des abattoirs. Et c'est en regardant son œuvre, en regardant Das Wassis, que nous est venue cette phrase, puisque c'est proche de son travail, ouvrir le paysage. Vous comprendrez tout à l'heure ou plus tard quand vous découvrirez son travail. Et puis c'est aussi cette saison qu'on espère en tout cas, et qu'on a imaginé Coltel avec toutes ses couleurs. C'était une saison avec plein de couleurs et surtout avec des couleurs très différentes. Et si je vous devais décrire en quelques mots cette saison, je dirais qu'elle est éclectique.
8 spectacles de danse, 15 spectacles de théâtre, 3 spectacles de cirque, une installation donc d'Asvaciste, un concert, une grande diversité d'esthétiques, de formes. C'est ce qui nous plaît dans la création. Un même plateau peut engendrer des esthétiques tellement différentes. Autant de femmes que d'hommes, des collectifs mixtes, des artistes, plus de la moitié, enfin quasiment la moitié des artistes internationaux, plus d'un tiers des artistes ancrés localement. Je fais une petite précision, les artistes ancrés localement sont aussi internationaux et les artistes internationaux sont aussi des artistes locaux, mais d'ailleurs. Voilà. Bah oui, il faut le rappeler parce que c'est un peu évident pour nous. Il y a aussi 11 coproductions sur l'ensemble de la programmation de la saison prochaine, ou des équipes qu'on accompagne de diverses manières en production. Et ça souligne un attachement à l'accompagnement des artistes et surtout à la création. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et non, surtout, le plus important, c'est que cette saison, nous avons 21 partenariats. Ça veut dire que pour chaque spectacle, on se réunit à 2, 3, parfois même 4 structures pour présenter le spectacle. Ça veut dire qu'on augmente aussi le nombre de représentations. C'est notre but pour permettre d'élargir en fait les possibilités de le voir et d'élargir le public, donc d'accueillir mieux en fait ensemble. Moi, je trouve que c'est tout à fait réjouissant cette qualité, ce niveau de partenariat. 21, c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire c'est quasiment l'ensemble des spectacles qui sont conçus de cette manière-là. Et ça permet aussi de croiser les publics, puis finalement d'aller d'un lieu à l'autre, et c'est bien agréable. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marie Briolet qui va nous présenter le premier collectif de la saison, Barakafri. Alors Barakafri va présenter Burning Time, un concert. Donc Aurélien a évoqué l'accompagnement des artistes avec les avant-premières à Avignon, mais il y a plusieurs déclinaisons et façons d'accompagner les artistes au fil de la saison. Et Barakafri est un collectif qui en est une belle illustration, puisqu'on a accompagné donc Garonne avec le GMEA une série de résidences de création qui a abouti à l'enregistrement d'un album, Burning Time, et aux concerts qui vont donner donc en septembre, le 26 septembre, dans le cadre du festival River Run. C'est un collectif de 10 musiciens, de 10 jeunes musiciens de Toulouse et des alentours. Leur musique s'est inspirée, en tout cas cet album-là est inspiré de musique pop et techno, disons. Et en fait, pour avoir une meilleure idée, on va vous montrer un extrait de leur clip du morceau Burning Time. Get out of a stained lives. Thunder will burn your ideas in big bonfire. Hold down this front of the car. Sleeping in my restless mind. Please don't stop, don't make it tragic. Ça dépote. Ouais, c'est vraiment, venez voir ça, ça rafraîchit. Ça sera en septembre, un collectif, ils sont nombreux sur le plateau, c'est tout un orchestre, enfin c'est vraiment, ils sont jeunes, ils sont super sympas en plus, quoi. Une autre artiste que l'on accompagne et que vous connaissez bien ici au Garonne, j'ai le plaisir de demander à Stéphanie Fuster de me rejoindre sur le plateau. On peut l'applaudir, ouais. Donc Stéphanie Fuster, nous connaissons très bien. Nous avons créé le spectacle ensemble Qu'est-ce que tu deviens en 2008, puis ensuite Corps Noir. Stéphanie ensuite a monté sa compagnie, a créé Gradiva, celle qui marche, qui a été présentée ici à Garonne. Et puis elle vient donc cet automne avec 2 autres spectacles. Donc le premier d'entre eux, c'est
Parler Flamenco. Parler Flamenco, c'est un spectacle que j'ai vu il y a un an. Quand elle était en pleine création, Stéphanie me disait qu'elle voulait faire une conférence sur le flamenco. Et en fait, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert un manifeste du rapport de Stéphanie avec le flamenco. Évidemment, ce sont des mots qui élucident le flamenco, mais aussi on plonge complètement, littéralement, dans son rapport au flamenco. C'est extrêmement touchant. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Stéphanie? Merci, bonsoir. J'ai remarqué depuis longtemps qu'on voit le flamenco un peu comme un monument inaccessible qui serait réservé aux seuls initiés. Et j'avais aussi remarqué qu'à la fin des spectacles de flamenco, il y avait très peu de mots de la part du public. Il y avait des « oh, ça prend aux tripes, oh, c'est fort », mais pas beaucoup plus. Et je me suis dit que je pouvais tenter cette aventure et que pour moi, le flamenco n'était pas soluble dans les mots et dans la parole. J'aime beaucoup entrelacer le corps avec les mots dans mon travail. Donc j'ai créé cette conférence qui est didactique. Je vous apprendrai plein de choses sur le flamenco. Il y a beaucoup d'anecdotes, puisque le flamenco, ça se nourrit du quotidien, ça se vit dans les familles et dans les théâtres. Et enfin, oui, c'est un mode, c'est une tentative d'élucidation pour moi, pour comprendre pourquoi cet art m'a tellement touchée et a transformé toute ma vie. Et voilà, je lui dédie toute ma vie. Donc voilà, d'où vient cette fascination? C'est ce que j'essaie de chercher là. Donc, Parler Flamenco sera présenté au Théâtre Garonne. C'est le premier, avant Burning Time, avant le concert, c'est le premier spectacle de la saison. Et puis ensuite, il est en tournée. Il est en tournée au Centre culturel Bonnefoy. Il est en tournée à l'Escale de Tournefeuille, où d'ailleurs Stéphanie présentera un film aussi avec le cinéma L'Utopia. Il est en tournée à Audi-Sud, donc vous pouvez faire la tournée. C'est ce qu'on vous recommande, évidemment. Un petit tour. Et puis aussi une tournée locale. Nous, on trouvait ça vraiment très intéressant comme idée. Et bien oui, on fait... Et puis pour Stéphanie, jouer à la maison, mais toute une tournée à la maison, c'est quand même aussi très agréable. Dans Parler Flamenco, Stéphanie évoque, puisque c'est son quotidien, c'est son actualité, son travail de création, c'est-à-dire le travail de création autour de Don Quichotte. Pendant qu'elle l'écrivait, Parler Flamenco, elle était déjà sur Don Quichotte, cette figure. Elle est venue répéter ce spectacle ici à Garonne. Elle revient en juillet, elle est en résidence en octobre. Elle crée ensuite à la scène nationale de Tarbes le Parvis en novembre, puisqu'elle est artiste associée au Parvis. Et puis, elle vient le présenter en décembre. Et donc, j'ai une question, Stéphanie. Qu'est-ce qui te conduit et qu'est-ce qui t'anime vers cette figure mythique? Alors, dans mon travail, je m'intéresse à l'auto-fiction, disons que je tisse à partir de questions intimes que je porte sur le plateau. Et après Gradiva, j'avais envie de dialoguer avec une figure du masculin. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'archétype de l'homme, notamment dans la littérature? Et je me suis souvenue d'une lecture 15 ans auparavant du Quichotte, de Cervantes bien sûr. Et je me suis souvenue de cette lecture formidable et surtout de m'être dit en fermant le deuxième tome, ah ça c'est vraiment un homme. Oui, avec ce fond d'admiration au fond de la voix. J'en ai parlé à Clémence Coconnier, qui est la dramaturge qui accompagne toutes mes créations. Et elle m'a dit, c'est un bon début, parce que Quichotte, il rate tout ce qu'il fait. C'est une vraie catastrophe. Alors creusons ensemble. Voilà comment c'est arrivé. Donc c'est une espèce de dialogue entre une femme d'aujourd'hui et cette figure de la littérature qui a 400 ans. Et encore une fois, j'essaie de pourfendre les mythes dans mon travail, c'est-à-dire d'avoir une approche plutôt du côté de la tendresse et de la filiation avec les mythes que j'aborde. Je serai avec Alberto Garcia au plateau, qui est un merveilleux chanteur de flamenco. Donc on utilise le flamenco vraiment comme un langage qui serait en correspondance aussi avec la langue de Cervantes, qui allie sublime et profane, quotidien, éclat de rire et profondeur. Merci Stéphanie. Donc merci beaucoup. Don Quichotte est présenté au mois de décembre. Il est présenté en partenariat avec la Place de la Danse. Nous coproduisons ensemble ce spectacle. Nous en sommes ravis. Donc Stéphanie ouvre l'automne et clôt aussi cet automne.
Donc on poursuit en octobre avec le seul et unique spectacle de l'automne que Stéphane va nous présenter. On avait dit pas de blague, mais quand même un Boitel peut en cacher un autre. Voilà. Merci Aurélien. Donc je suis Stéphane Boitel pour ceux qui voilà, tout le monde ne sait pas en fait, mais voilà, c'est fait. Alors Camille Boitel. Camille Boitel, bon, ça fait partie de ces gens avec lesquels on travaille depuis très longtemps. C'est un circassien à l'origine, mais qui déborde tellement de tout que évidemment le cirque est au cœur du travail et en même temps il est complètement à côté ou disons au-dessus ou à côté. Bref, et il y a en 2011, on a reçu Camille qui avait ce spectacle qui s'appelait L'Immédiat. L'Immédiat, c'était... bon, d'abord, c'est la plus belle ouverture de spectacle du monde. J'ai jamais vu mieux depuis. C'est-à-dire, les 10 premières minutes sont magnifiques, incroyables. Bon, c'est sûrement parce que, en fait, c'est la fin du spectacle. En fait, c'est une catastrophe. C'est tout se casse la gueule au bout de 10 minutes. Tout l'enjeu du spectacle derrière, c'est de reconstruire après la catastrophe. Ce qui, par ailleurs, peut raconter des choses au-delà de voilà d'un spectacle tout seul, mais voilà, ça raconte des choses de vie également parce qu'il était question d'autofiction là à l'époque, à l'instant, et je pense qu'on va revenir pas mal là-dessus au fil de cette saison. C'est sûrement une tendance. Une autre tendance de cette saison, c'est on retrouvera aussi plusieurs fois des créateurs qui reviennent sur les traces de leur création, c'est-à-dire qui reviennent un peu à des choses qu'ils avaient déjà faites, peut-être crues, épuisées, mais en fait qui remettent sur le plateau, en l'occurrence, et qui ravivent un peu la flamme de ce premier geste. C'est tout l'objet de ce spectacle qui s'appelle... Je ne peux pas dire parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est entre... Voilà. C'est une revisitation de ce spectacle L'Immédiat. Alors, qui fait Camille Boitel depuis, il a rencontré une partenaire dans la vie et une partenaire de création qui s'appelle Sève Bernard. Donc, peut-être aussi que dans la revisitation du geste initial, Sève a son mot à dire, hein, bien sûr. Et que donc, voilà, c'est aussi un trajet de vie qui se transcrit sur le plateau dans cette revisitation. Et pourquoi c'est le spectacle du mois d'octobre? Parce qu'effectivement, il y a un spectacle au mois d'octobre. Dire, ah bon, c'est tout? Oui, c'est tout, mais c'est pendant 3 semaines. Et ça fait partie quand même des choses aussi qu'on voulait absolument faire. Aurélien est arrivé avec cette idée forte dans son projet de pousser au maximum, c'est-à-dire dans la limite des moyens disponibles, de pousser au maximum le nombre de représentations. Ce qu'il disait tout à fait en introduction, voilà, on quasi ouvre la saison, en tout cas le mois d'octobre, avec ce spectacle qui sera présenté pendant 3 semaines. Et il n'y aura pas pendant ces 3 semaines que le spectacle qui aura lieu ici, mais Aurélien, un petit environnement a été imaginé par Aurélien et Sève et nous. Tout à fait. Ce spectacle sera présenté en partenariat avec Audi Sud et en partenariat aussi avec l'usine. Et justement, l'usine, donc c'est Centre des arts de la rue et de l'espace public, nous accompagne sur une forme de Camille Boitel différente du spectacle qui va précéder le spectacle et qui est une performance. Tous les jours, avant le spectacle, il y aura une performance sur la place du Ravelin. Une performance tout à fait étonnante qui est, en fait, on va suspendre soit Sève Bernard, soit Camille Boitel, on ne sait pas encore, dans un arbre, et c'est le public qui va le faire. Donc à l'aide de petits fils qui attachent, ils sont attachés à un petit fil, et puis le public monte littéralement, élève soit Camille, soit Sève, et donc ensuite ils sont complètement dépendants du public, c'est-à-dire que si le public lâche tous les fils, ils vont se... Voilà. Donc ça s'appelle définition de l'œuvre d'art comme acte de confiance au spectateur. C'est ce que permet aussi le temps long. Le fait d'avoir 3 semaines, c'est aussi de pouvoir faire cette performance, de pouvoir faire des rencontres après le spectacle, après chaque représentation, et de pouvoir aussi faire d'autres performances dont on n'a pas donné le cadre, c'est-à-dire que Camille Boitel va faire ce qu'il appelle la lévitation dans l'espace public. On n'a pas d'heure, on n'a pas de lieu.
Donc ça va, voilà, si vous tombez dessus, vous êtes des chanceux. Et ça sera aussi tout le long de ces 3 semaines. Donc voilà, on espère que sur le temps long et sur la présence artistique, que ça provoque aussi des choses au-delà des murs du théâtre. C'est pour ça qu'on a voulu que ces performances soient présentes. Et c'est aussi, dans l'art de Camille Boitel et Steph Bernard, cette relation au public. Ils sont dans une sorte de générosité dans le rapport au public. Et ils nous réservent encore beaucoup de surprises. Donc voilà, prenez vos places pour... On ne sait pas comment dire. Et, voilà. ça a amusé Camille. Et il y a quand même un rapport entre Camille et Don Quichotte, c'est que Camille sait comment rater tout ce qu'il fait avec un brio incroyable. Et ça, quand même. En octobre, alors il n'y a pas tout à fait que ça en réalité, parce qu'il y a aussi les 50 ans de la librairie Ombre Blanche. Alors ça va se manifester un peu dans différents lieux, notamment à Sorano par exemple, et ça va finir ici, sur tout un week-end. Alors on aurait pu, pour les 50 ans d'Ombre Blanche, on aurait pu faire une boum par exemple, mais on ne l'a pas fait, parce que c'est pas exactement le genre d'Ombre Blanche, on va pas se le cacher. Par contre, on a un super week-end qui est en fait concentré autour des éditions de Minuit, qui est quand même un partenaire très très fidèle depuis la fondation de la librairie. C'est un éditeur, bon d'abord c'est un magnifique éditeur, et puis c'est un vrai partenaire de la librairie. Il se trouve que Garonne est un vrai partenaire également de la librairie depuis très très longtemps. J'ai envie de dire toujours, mais j'y étais même pas à l'époque où ça a commencé, donc voilà. En tout cas, ça faisait complètement sens d'avoir ce week-end autour de Minuit, si j'ose dire, avec Ombre Blanche. Ça se fera en 2 soirées. La première soirée, le vendredi, ça se fera autour... Et donc, c'est des figures, évidemment, des éditions de Minuit. La première figure, c'est Beckett. Mais c'est Beckett avec la projection de son film, c'est le seul film qu'il ait fait, qui s'appelle Film, là pour le coup, suivi immédiatement d'une représentation. Alors, quelqu'un qui s'appelle Robert Cantarella, qui a une grande histoire de théâtre et qui récemment a réécouté les cours de Deleuze, grande figure Minuit également, et qui a écouté ces cours. C'est les cours qu'il donnait à Vincennes. Et c'est des cours qui n'étaient pas destinés du tout à être publiés précisément, c'est-à-dire pas écrits. Il considérait que ces cours passaient par l'oralité, avec tout ce que ça comporte, les silences, les raclements de gorge, on se trompe, on s'égare, voilà, ce qu'on peut faire très couramment ce soir, par exemple. Mais c'est ça qui aussi rend vivant la pensée. Donc, en fait, Cantarella donne ses cours exactement comme ils ont été enregistrés. Je fais ça avec une oreillette. Et donc, on entend les cours de Deleuze, qui parlent en fait du film de Beckett. Comme quoi, il y a une cohérence dans cette soirée. C'était tout ça pour en arriver là. Voilà, le lendemain, ce sera autour d'une autre figure, mais elle, pour le coup, très contemporaine de Minuit. C'est Laurent Mauvignier, toulousain d'origine, qui a bougé depuis, qui va sortir un bouquin à la rentrée, qui va être un des événements de la rentrée, à n'en pas douter, vu la taille pas que la taille, l'épaisseur, mais la portée du livre. Donc, il y aura une rencontre publique avec Laurent Mauvignier et en soirée, une adaptation par Garnews, qui est un acteur toulousain, enfin qui a une compagnie, mais qui est un acteur toulousain. C'est une adaptation d'une œuvre de jeunesse, en fait, des toutes premières œuvres de Laurent Mauvignier, qui s'appelle Ce que j'appelle l'oubli. Et on sera très content d'avoir Garnews ici, parce qu'on avait un peu initié le truc, et puis on n'a pas pu le faire il y a 3-4 ans, je ne sais plus quand. Et finalement, ça a fini par arriver ici, cet immense acteur. Merci beaucoup Stéphane. Donc 2 acteurs pour un théâtre d'acteurs, quand même Robert Cantarella, Ferle Gilles et Garnews, ce que j'appelle Oubli. Et puis on enchaîne au mois de novembre, et là je vais demander à Karine Chaper, la directrice du Sorano, de venir me rejoindre avec un petit micro. Voilà. Donc il y a, en début d'année, Karine est venue nous parler ici à Garonne d'un de ses artistes complices, Hugues Duchesne, qui va accompagner le projet du Sorano. Et donc, elle m'a demandé si j'étais d'accord d'aller voir le spectacle. Donc j'ai été voir le spectacle à Lyon, au Célestin, l'abolition des privilèges. Magnifique spectacle, magnifique travail, magnifique direction d'acteur, mais aussi magnifique dispositif. Donc j'ai découvert, et merci Karine de m'avoir fait découvrir cet artiste, Hugues Duchesne. Et donc Karine va nous présenter l'abolition des privilèges.
Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, donc moi j'ai pris la direction il y a pas très longtemps, peu après Aurélien. Et n'étant pas créatrice moi-même, j'avais très envie que le projet du Sorano soit coloré très fortement par des personnalités du monde du théâtre. Hugues Duchesne, il n'est pas tout à fait inconnu dans notre maison. On a déjà présenté plusieurs travaux. Et puis j'avais découvert ce spectacle à Avignon l'été dernier, l'abolition des privilèges, qui est, je vous le raconterai après, un spectacle qui raconte un épisode de la grande histoire, mais qui fait écho beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Malheureusement, certaines d'entre vous connaissent le Sorano. C'est un dispositif quadrifrontal. Donc, bon. Et en même temps, on avait vraiment très envie de l'accueillir et de le faire dans de très belles conditions, dans un bel écrin. Et donc, je me suis tournée vers Aurélien. C'était aussi une façon pour moi de marquer la poursuite d'un partenariat avec le Théâtre Garonne entre nos deux maisons qui existent depuis très longtemps. Et donc, j'ai demandé à Aurélien effectivement d'aller voir le spectacle de Hugues Duchesne. Ce spectacle, Hugues, il fait un théâtre documentaire documenté, il fait beaucoup de processus d'immersion. Et ce spectacle est arrivé un peu par hasard à la suite d'une représentation d'un autre travail. Le sociologue Bertrand Guillot est allé le voir et lui a donné son ouvrage, L'abolition des privilèges. Et il lui a dit, j'aimerais bien que vous en fassiez quelque chose. Hugues s'est plongé dans cet ouvrage et il en a sorti un merveilleux seul en scène par un comédien qui s'appelle Maxime Pambé, qui est totalement incroyable et qui va interpréter comme ça devant vous la nuit du 4 août 1789. Donc dans un dispositif quadrifrontal, on se retrouve aux États généraux avec le clergé, la noblesse, le tiers-État. Et Maxime Pambé va prendre la parole de tous ces députés qui vont devoir renoncer, suite à la contestation du peuple, à leurs privilèges. Et puis, il va y avoir un petit switch comme ça pendant le spectacle, un anachronisme, et on va se demander qu'est-ce que c'est aujourd'hui renoncer aux privilèges. Comment cette société de 1789, ce 4 août 1789, résonne très fortement avec le monde d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs, ce passage-là, puisque c'est, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur, l'autrice et la podcasteuse, je pense, Victoire Tuaillon, qui a fait Les couilles sur la table. Et je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est cette pensée qu'il introduit dans son spectacle. Donc c'est assez étonnant. Moi, ça m'a vraiment surpris. Et c'est une mise en abîme aussi à cet endroit. Donc en fait, c'est drôle parce que le dispositif théâtre, par le quadrifrontal, où finalement les spectateurs représentent le clergé, la noblesse, le tiers-état, la disposition des spectateurs, c'est déjà une mise en abîme. Mais aussi, il y a au milieu, le spectacle s'arrête. Et puis, c'est le metteur en scène et le comédien qui discutent. Et cette mise en abîme est absolument formidable. Karine, merci beaucoup. Tu restes avec nous parce que j'aimerais que tu présentes... en fait, c'est comme ça, on n'avait pas prévu comme ça, mais nos deux collaborations s'enchaînent, mais dans un cadre particulier, puisque c'est le festival Supernova. Alors le festival Supernova, c'est un festival qui défend la jeune création et l'émergence, qui est vraiment l'ADN du projet du Sorano, puisque le théâtre Sorano est une scène conventionnée pour la jeune création et l'émergence. Et ce festival va fêter cette année ses 10 ans. Il a été fondé par Sébastien Bournac, le précédent directeur. Et donc on avait envie de faire une édition très flamboyante et très belle avec l'ensemble des partenaires, notamment des partenaires historiques. Le Théâtre Garonne compagnonne avec nous depuis le tout début du festival. Et donc, on s'est mis autour de la table pour réfléchir ensemble à un spectacle qu'on aurait très envie d'accueillir, très envie de recevoir. Et puis, c'est le metteur en scène Olivier Coulon-Jablonka qui nous a séduit avec un spectacle autour de l'affaire Rémi Fraisse. On s'est dit avec Aurélien que c'était très important qu'à Toulouse, ce spectacle autour de cette affaire qui s'est déroulée à quelques kilomètres d'ici, vers Albi, sur ce militant qui a été assassiné par une... Pas assassiné, je peux pas dire ça. Qui a été tué, qui a été tué par une grenade lancée par un gendarme, qui a abouti à un non-lieu. Donc il s'est lancé comme ça, Olivier, dans cette histoire-là pour nous la raconter. Et ça aura lieu ici au Théâtre Garonne. Et je laisse Stéphane présenter ce spectacle. En fait, pour tout vous dire, quand je suis arrivé au mois de septembre,
Le Théâtre Garonne avait déjà coproduit ce spectacle, et ce spectacle avait été repoussé d'1 an pour des histoires en fait internes de production et de calendrier. Donc il est arrivé pour la saison prochaine, et donc Stéphane était déjà en relation avec Olivier Coulon-Jean-Blanca. C'est un artiste que Karine connaissait aussi et que l'on fait pour la première fois ensemble. Voilà, je laisse Stéphane rajouter et présenter le... Je vais pas présenter, tu viens de le faire, donc c'est très bien. Je vais peut-être juste rajouter effectivement... Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble là-dessus. Juste rajouter une petite chose, c'est qu'effectivement, comme on peut le voir, c'est Olivier Coulon-Jean-Blanca qui donc est metteur en scène, acteur par ailleurs, qu'on a vu ici en tant qu'acteur par exemple, et Sima Khatami qui est en fait d'origine iranienne et qui est cinéaste, et que sur le plateau, tout le travail en fait, pour le coup de scénographie, mais aussi de dramaturgie, s'appuie à la fois sur un travail strictement théâtral avec les ressources théâtrales, mais aussi sur les ressources cinématographiques. Elle travaille avec plein de gens, dont Boris Charmat, et voilà. Donc elle travaille dans le champ du spectacle, mais aussi dans le champ strictement du cinéma. Et c'est aussi cette unisson en fait entre les deux qui autorise une approche, alors certes documentaire, documenté, ils ont lu les 10 000 pages du dossier d'instruction quand même. Il faut réaliser que c'est... voilà. On fait ça à la légère. Et en même temps, le projet requiert ça, puisque l'idée, c'est de regarder, c'est pas de regarder, c'est d'interroger la machine théâtrale. C'est qu'est-ce qu'on fait d'un procès, qu'est-ce qu'on fait de la machine judiciaire, qu'est-ce qu'on fait des rouages de la machine judiciaire, quand finalement tout ça aboutit à ce qu'on appelle un non-lieu. Eh ben, comment donner un lieu qui s'appelle un théâtre à ces événements-là, et comment les rendre théâtraux, c'est-à-dire visibles. Et je finirai avec en fait les mots de Olivier et de Sima, leur intention. Nous voulons rendre visible ce qui d'habitude ne l'est pas. En nous replongeant dans le dossier d'instruction, nous voulons observer le fonctionnement de la machine judiciaire avec tous ses rouages. Que se passe-t-il quand des forces de l'ordre sont mises en accusation? Comment l'institution judiciaire juge-t-elle une autre institution de l'État? Quel est l'arsenal déployé pour justifier un non-lieu? Voilà. Merci Stéphane, merci Karine. Stéphane, le mois de novembre est aussi ponctué par un autre événement. Oui, je partais, mais en fait je reste. Puisque donc il y a Supernova en novembre, et puis depuis 4 ans, en tout cas c'est la 4e année, il y a aussi Synchro comme festival. Synchro, c'est le festival imaginé et porté par la Cinémathèque de Toulouse. C'est à la fois c'est vraiment une belle idée de remettre en valeur le fond de la Cinémathèque, et puis des œuvres qui souvent ont été oubliées. C'est des œuvres du cinéma muet, mais qui sont présentées en ciné-concert, donc dans des versions de musique contemporaine. Quand je dis contemporaine, au sens où c'est des musiciens d'aujourd'hui, évidemment, et que donc ça restitue quelque chose de la vivacité de ce cinéma-là aussi, et ça permet de le redécouvrir. Garonne est partenaire de Synchro depuis l'origine, avec cette petite particularité, j'ai envie de dire, c'est qu'on a toujours travaillé avec les cinémathèques dans l'idée qu'il ne s'agissait pas simplement de faire un ciné-concert, ça ils le font très très bien, la Cinémathèque le fait très très bien, mais que peut-être parce que nous sommes un théâtre, un espace de représentation, il y avait peut-être d'autres choses qui appartiennent plus à ce genre de lieu et qu'on pouvait imaginer. Alors, ce mois de novembre se tiendra ici l'ouverture du festival avec 2 événements dans la même soirée. Le premier événement s'appelle Des Synchro. Ça, c'est vraiment une idée et une production de la Cinémathèque qui est en cours d'élaboration. On a trouvé ça assez rigolo pour vraiment accompagner le mouvement. Si je résume, parce que je ne peux pas aller plus loin puisque ça n'existe pas encore, mais c'est la projection de 4 courts-métrages, un musicien qui accompagne un des films, pas les 4, et charge au public de deviner quel est le vrai ciné-concert, c'est-à-dire quel est le film accompagné par le musicien. Et ça, on le sait uniquement à la fin. Donc il y a ce petit côté... on peut se raconter plein d'histoires, en fait, en se trompant de films, ce que je trouve très, très joli. Et la deuxième partie de cette soirée, c'est un spectacle qui s'appelle Moss, qui est créé par Ioana Paraskevopoulou,
Je me suis un tout petit peu entraîné, je dois dire, parce que vraiment les noms grecs, j'ai du mal. C'est une jeune chorégraphe dont tu me corriges, c'est sa première venue à Toulouse. C'est ça, hein, voilà. Parce que ce spectacle est présenté dans le cadre du festival, mais avec la Place de la Danse, donc, et avec le festival 9-9. Et c'est un spectacle chorégraphique, mais en fait, la danse crée les bruitages d'un film qui n'existe pas. C'est vraiment un boulot de bruiteur. Bresson disait qu'au cinéma, la moitié de l'image, c'était le son. Et ben voilà, elle fait au moins la moitié de l'image, mais l'autre aussi, parce que c'est quand même un spectacle. Et donc, c'est aussi une matière pour l'imaginaire à se raconter des trucs qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Ça va d'une promenade dans les bois ou des chevaux qui passent, ou une invasion de zombies, ou enfin voilà, tout ce qu'on peut croiser dans des films qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Pendant 3/4 d'heure, on est parti pour de belles aventures imaginaires. Alors, sans transition, mais un petit peu quand même, oui, parce qu'il s'agit encore de cinéma, plus ou moins. Donc, je vais vous parler du spectacle Opening Night de la compagnie flamande De Hoe, qui est une compagnie qui est la fusion de deux compagnies. La compagnie De Hoe, que vous connaissez peut-être et qu'on a accueilli de très nombreuses fois au Théâtre Garonne, et la compagnie Hof van den Nied, qui ont fusionné, et Opening Night est leur premier spectacle, et le premier spectacle qui a été écrit par tous les auteurs et autrices du nouveau collectif et joué par tous les acteurs et actrices du nouveau collectif. Ils sont 8, et ce collectif réunit maintenant 3 générations. Donc on a souhaité accompagner aussi la compagnie De Hoe dans le virage qu'ils prenaient, parce que c'était un choix de remettre en question leur théâtre, leur façon, leur approche, et aussi de se frotter à la création intergénérationnelle. Donc c'est plutôt excitant, ce renouvellement. Opening Night n'est pas le script du film de Cassavetes, mais par contre, il en contient, il est imprégné de tout l'univers du cinéaste, son humour aussi beaucoup, la dimension de l'actrice Gina Rollins également. Donc il s'agit il questionne le vrai, le faux, l'authenticité en permanence. Il y a aussi des thématiques qui sont très liées à l'univers de Cassavetes, donc qui devient un prétexte pour des thématiques que la compagnie De Hoe avait l'habitude de traiter, la vulnérabilité, l'amour, les blessures non exprimées, etc. Et qui aujourd'hui prennent une autre forme, qui est très lié au cinéma, puisqu'ils introduisent la caméra au plateau avec ce travail de nouveau collectif. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, pardon, information importante, ce sera la création donc française ici, puisqu'ils vont venir répéter et travailler la création française, parce que moi je l'ai vu en néerlandais. J'ai tout compris quand même, le temps d'une soirée. Donc, ils vont venir créer la création française ici, puis tourner dans le sud de la France, chez les partenaires, et revenir au Théâtre de la Cité. Ce sera présenté avec et au Théâtre de la Cité. C'est un grand collectif de nombreux acteurs, et en discutant avec la compagnie, avec le Théâtre de la Cité, on a trouvé que c'était parfait artistiquement pour le grand plateau. Et aussi, ça permettait, puisque avec la jauge de la salle, de pouvoir partager le travail de cette compagnie avec un public plus nombreux. Et cette compagnie qui est quand même historique au Garonne, qui a présenté déjà beaucoup de choses, on est très très content qu'elle se répande dans toute la ville, finalement. Et Tapajos, le prochain spectacle dont va parler Stéphane, est aussi en lien avec le cinéma. Un petit peu. Tu vas nous expliquer ça, Stéphane. Non, il y en a trop là. Oui, Tapajos. Tapajos, c'est le titre du spectacle de Gabriela Carnero da Cunha. C'est aussi le titre d'un fleuve. Le nom d'un fleuve, pardon. Le fleuve Tapajos. En fait, Gabriela, depuis de nombreuses années maintenant, fait tout un travail aussi d'enquête. C'est encore du théâtre d'enquête. Elle va en résidence, mais c'est vraiment des résidences, c'est-à-dire qu'elle peut rester 2 ans dans des communautés de gens qui vivent au bord de fleuves généralement en difficulté. La difficulté de celui-ci, donc c'est au Brésil, dans l'Amazonie. La difficulté de celui-ci, de Tapajos, c'est les orpailleurs,
c'est parce qu'il y a des réserves d'or dans les voilà, dans le fleuve, dans ce terrain. Et le problème avec ça, enfin, il y en a plein, mais un problème principal, c'est l'utilisation du mercure par les orpailleurs, qui en fait évidemment pollue le fleuve et du coup empoisonne les habitants qui se trouvent autour. Gabriela s'intéresse toujours au fleuve pour ce que ça raconte d'abord de la vie physique, la faune, la flore, les habitants, aussi de la vie spirituelle, de ce que ça change quand un fleuve est tari ou de ce que ça change quand un fleuve est pollué. Elle fait ça dans ce spectacle-là. Juste pour vous dire, voilà, donner une petite idée du plateau, c'est comme ça, c'est deux gradins et la scène est au milieu. Ça veut dire que les deux gradins, c'est un peu comme les rives du fleuve et qu'on se regarde, les communautés de spectateurs se regardent. Le spectacle est ce qui se passe en fait là au milieu. Il se passe essentiellement deux choses, ça n'arrête pas de changer, il se passe plein de choses en fait, mais essentiellement, il se passe une chose qui est le mercure, à part polluer les fleuves, là-bas. C'est aussi utilisé dans plein d'autres domaines. Ici, quand je dis ici, je veux dire dans les pays occidentaux, essentiellement. Et notamment, et depuis très longtemps, depuis le début, évidemment, pour le développement des photos argentiques. Il se passe beaucoup ça, en fait, sur le plateau. C'est tout un jeu de développement et de révélation, parce que c'est utilisé dans le révélateur, en fait. C'est un spectacle qui a cette grande vertu, à mon avis, de ne pas dénoncer, parce qu'on peut toujours faire ça, bien sûr, mais plutôt de révéler et peut-être aussi d'offrir le regard croisé, un peu en miroir, comme la scénographie, comme les deux gradins qui se regardent, comme les gens qui se regardent. À la fin du spectacle, il y a un côté très rituel dans ce spectacle. Il n'y a pas que des développements photographiques, mais il y a les témoignages des gens là-bas qu'on entend. Et ça finit vraiment en moment très ritualisé. Et ça permet de construire une vraie communauté de spectateurs dans la salle qui seraient comme les équivalents, on va dire les jumeaux parce que c'est pas vrai, mais en tout cas des gens proches malgré la distance et malgré la différence de vie, comme des jumeaux des gens qui sont là-bas et des communautés qui sont là-bas. Donc c'est un très très beau spectacle, d'abord parce que c'est un beau spectacle, mais c'est aussi un très intelligent spectacle dans ce sens-là, c'est qu'il nous amène à partager ce dont il parle et pas poser un regard en surplomb ou compatissant, ou voilà, tout ce qu'on peut voir parfois, trop. Ah, et j'oubliais, pardon, il y a aussi un film, parce qu'elle est aussi réalisatrice, Gabriela, donc au Cratère, et dans le cadre de Ciné Latino, un documentaire qui s'appelle La Chute du ciel, qu'elle a fait avec Eric Rocha, qui est son partenaire par ailleurs, et qui est du coup une autre façon d'aborder le sujet plus général de la vie du fleuve, le fleuve comme une personne, en fait, comme une entité juridique et à défendre, voilà, qui est une idée qui se développe beaucoup, et donc c'est l'objet de ce film qui sera présenté au Cratère. Et avec une présentation donc, de ce film et une rencontre avec le public, avec Gabriela D'Acunha. Et aussi, tu peux nous dire un petit mot sur ce qui va se passer à l'université avec Gabriela? Oui, alors ça a été, on a déjà en fait accueilli une fois, il y a 3 ans, Gabriela, et on avait fait ça avec Jean-Christophe Godard, qui est un laboratoire à l'université Jean Jaurès. Là, on refait avec lui, et comme la dernière fois, et c'est vraiment chouette de travailler comme ça. C'est aussi une chercheuse, en fait. C'est pas juste une metteuse, enfin, ça n'est pas uniquement une metteuse en scène, c'est aussi une chercheuse. Donc, elle a tout un discours universitaire qui est super passionnant. Donc, il y aura effectivement une rencontre avec elle. Autour de voilà, le programme n'est pas calé, mais soyez attentifs parce que la dernière fois qu'elle est venue, elle a fait forte impression, et elle est venue précédemment de toute façon. Elle nous a pas attendu en vrai, mais pour venir ici. Mais à chaque fois, c'est voilà, c'est une belle intelligence. En plus d'être une magnifique créatrice. Gabriela vient du Brésil, vient de loin, elle fait toute une tournée en Europe. C'est une chance de la voir à Toulouse et c'est pour ça qu'on veut aussi multiplier les rencontres avec le public, mais aussi dans d'autres cadres. Et je rajoute juste que parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est une proche de Lia Rodriguez. Dans le genre, voilà. Un autre théâtre du réel qui s'ancre dans la réalité, qui s'inspire de la réalité, c'est celui d'Alice Vanier.
Donc Alice Vanier de la compagnie Courir à la catastrophe. J'ai rencontré Alice Vanier à l'ENSAT et son collègue aussi Sacha Ribeiro, puisque j'ai mis en scène leur promotion, en fait le travail de fin d'année, de fin d'études. Et j'ai suivi ensuite leur travail. Ils ont monté cette compagnie, Courir à la catastrophe. Très beau travail, Alice Vanier et Sacha Ribeiro. Alice Vanier a mis en scène un premier spectacle qui s'appelait Réalité, qui était d'après le travail de Bourdieu. Travail qui a été salué, ils ont même eu un prix. Et La Brande est la deuxième grande mise en scène d'Alice Vanier, avec tout son collectif d'acteurs et d'actrices. Et La Brande nous plonge dans l'univers, dans la grande aventure de la clinique Laborde dans les années 50, fondée par Jean Houry, puis qui a été rejoint par d'autres intellectuels comme Félix Guattari. Une aventure absolument passionnante, et on écoute Alice Vanier nous en parler. On l'écoute, mais on l'entend pas, c'est normal. Alors notre spectacle, il se passe dans les années 60, dans une clinique imaginaire qui est inspirée des lieux emblématiques de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Donc la psychothérapie institutionnelle, en fait, c'est un courant de la psychiatrie qui a été créé par des psychiatres militantes, qui disaient que soigner des gens sans soigner l'hôpital, c'est de la folie. Donc nous, on va être plongés dans le quotidien des habitants et des habitantes de cet endroit, quelques semaines avant la fête estivale, où le monde extérieur est invité à venir et devant lequel ils vont jouer, entre autres, une pièce de théâtre qui est Comme il vous plaira de Shakespeare. Donc on va les suivre dans la préparation de ce moment, autant attendu que redouté. Donc je précise que, en fait, Alice Vanier et puis quelques-unes de ses collègues, ils ont été à la clinique Laborde, ils ont fait carrément, ils ont demandé à faire un stage, en fait, pour savoir comment ça se passait. Donc ils se sont complètement, ça a été une immersion dans la clinique Laborde qui existe encore aujourd'hui et qui est une approche complètement différente, évidemment, de la psychiatrie, puisque finalement il s'agit de la relation entre soignant et soigné. Et à l'époque, ils voulaient faire les choses ensemble, c'est-à-dire enlever cette barrière entre soignant et soigné. C'est pour ça que la clinique Laborde, dès les années 60, a eu recours au théâtre. C'est comme ça qu'Alice Vanier s'en empare, c'est comme ça qu'elle en fait un spectacle. C'est que déjà, à Laborde, il y avait du théâtre amateur, mais c'était faire un spectacle ensemble, et c'était un projet très important dans le projet de la clinique Laborde. Et donc, Alice Vanier s'en est emparée de la façon suivante. Avec sa troupe, c'est chaque acteur, chaque actrice interprète un psychotique ou un soignant, et un soigné et un soignant. En même temps, ils n'arrêtent pas de changer de rôle, et ces changements de rôle, évidemment, c'est le recours du théâtre, mais sont absolument spectaculaires dans leur jeu, et c'est très intéressant. C'est à la fois très poétique, c'est très doux. On est dans un décor un peu de théâtre, un décor un peu de carton-pâte, et ils le font avec énormément d'intelligence, énormément aussi une approche drôle. C'est une troupe, c'est une jeune troupe, mais vraiment Alice Vanier est extrêmement prometteuse, donc je vous invite vraiment à découvrir ce spectacle. Et ça sera d'ailleurs le dernier spectacle de décembre, juste avant Don Quichotte, dont on a parlé. Et donc, l'année 25 est terminée. Sans transition, donc en janvier, on bascule dans un festival, qui est un nouveau festival, qui s'appelle Céno. Donc, ce sera la première édition, donc en janvier 2026. C'est un festival que nous avons imaginé pour mettre à l'honneur, finalement, le geste des scénographes. Qu'est-ce le théâtre, finalement ? Il a fallu, pour inventer le théâtre, alors là, j'imagine les Grecs, et même avant, il a fallu inventer un espace. Sans l'espace, finalement, il n'y a pas de théâtre. La scénographie au théâtre, c'est ce qui a permis le théâtre. Et si on remonte même dans les temps très anciens, et je sais que ce soir, il y a Carole Fritz, qui est la directrice scientifique de la grotte Chauvet, et qui m'expliquait pendant l'Histoire à venir que pour elle, la grotte Chauvet était une scénographie, c'est-à-dire un lieu qui a été choisi et désigné comme pour être un théâtre. Enfin, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu l'entendre. Et donc, ce geste-là, le théâtre est né de cette décision et de ce geste des scénographes. Donc, Céno,
voilà, le festival Scéno invite des artistes qui sont scénographes, qui sont aussi metteurs en scène, plasticiennes, plasticiens, qui sont aussi chorégraphes, mais qui ont tous et toutes en commun le fait que la question de l'espace est au cœur de leur travail. C'est le point de départ de leur travail. Voilà, l'artiste phare de Scéno et de quelques éditions, je vous en ai parlé en début de présentation, c'est Ulla von Brandenburg, qui est scénographe, qui est plasticienne, et nous l'invitons en collaboration dans une grande aventure avec le Musée des Abattoirs, et donc j'invite Lauriane Gricourt à me rejoindre sur le plateau pour qu'elle nous parle de son travail. Merci Aurélien, bonsoir à toutes et tous. Donc déjà, quand Aurélien m'a proposé de travailler autour du travail de Ulla von Brandenburg, j'ai pas du tout hésité, parce que c'est une artiste donc d'origine allemande, une remarquable artiste qui n'a jamais été présentée à Toulouse, si je ne me trompe pas. Donc ce sera chose faite. Donc c'est une artiste qui, comme vous le voyez, entre autres dans sa pratique, puisqu'elle c'est donc une plasticienne qui a un travail vraiment à la frontière des arts visuels et de la scénographie, fait aussi de la vidéo et du théâtre, mais elle est aussi très connue pour ses installations qu'elle crée, qui sont vraiment une réflexion sur la question de l'espace, où elle crée des environnements dans lesquels elle invite le spectateur à s'immerger, à se perdre, à se balader, et elle crée comme ça toute une poésie de l'espace à travers une superposition de textiles colorés. Donc elle a eu une très grande exposition au Palais de Tokyo il y a quelques années qui vraiment donnait un aperçu assez incroyable de sa pratique. Et elle a été présentée récemment à Auch, à Memento, et au Parvis à Tarbes. Donc on est très heureux de l'accueillir à Toulouse en collaboration avec le Théâtre Garonne. Merci beaucoup, Lauriane. Oula, elle va nous accompagner pendant toute la durée du festival. Il y aura plusieurs rencontres, en plus de l'installation. Il y aura 2 rencontres, 2 dialogues entre scénographes, qui sont évidemment publics, autour d'une question que je leur poserai, une question d'espace. Donc voilà. Merci, Lauriane. Le This and That, donc de Phil Soltanov et Steven Wendt, donc est le premier spectacle avec l'installation. L'installation, oui, je l'ai pas dit, est visible tout le long du festival. Et le festival est jalonné de spectacles qui se suivent. Le premier d'entre eux est This and That de Phil Soltanov et Steven Wendt. Phil Soltanov, c'est un artiste évidemment très proche de moi. Nous avons créé ensemble, il y a 20 ans, Plan B et Plus ou moins l'infini. C'est un artiste de New York. Je suis toujours resté en contact avec lui. J'ai suivi son travail. Son travail ces dernières années s'est concentré sur la technologie et surtout sur le détournement de la technologie. Et chacun de ses spectacles et chacune de ses performances est autour d'un dispositif. C'est dans ce cadre-là que ça m'a intéressé de le présenter pour Scéno, c'est-à-dire c'est un théâtre de dispositif, où d'une certaine manière, dans This and That, il réinvente le théâtre d'ombre, donc cette forme ancestrale de théâtre, et il le fait avec un performeur incroyable qui est Steven Wendt, qui fait des ombres avec ses mains. Donc ce geste absolument premier, qui existe depuis toujours. Chacun d'entre nous a essayé, avec sa lampe de poche sous la tente, de faire des ombres. Et sauf que Steven Wendt est un virtuose des ombres avec ses mains. C'est incroyable ce qu'il nous fait voir. Et Phil Soltanov lui a demandé aussi un tout autre travail, c'est de faire un théâtre de lumière, un théâtre vidéo, en manipulant des outils technologiques que sont les caméras et les projecteurs et l'écran. À partir d'un seul point de lumière, que l'on comprend dans l'histoire de This and That qu'il s'agit de l'univers juste avant le Big Bang, ce point de lumière est repris par les 2 caméras que Steven Wendt manipule avec des manivelles extrêmement précises, et des paysages fractals se déploient à partir de ce seul point de lumière qui est donné par une petite lampe qu'il manipule, et de paysages de fractals assez incroyables qui font penser évidemment à la formation de l'univers. Ça, c'est la première partie du spectacle, c'est assez merveilleux à voir, c'est très mathématique, c'est très géométrique, j'adore. Et la deuxième partie, c'est l'ombre avec ses mains,
où là, il nous raconte non pas la formation de l'univers, mais l'histoire de l'humanité. Et j'ai même vu l'histoire de l'Amérique, avec des références extrêmement précises au western, avec Elvis Presley, avec John Travolta, avec aussi à travers le piano de Keith Jarrett. On est au cœur du Köln Concert. Je ne sais pas comment il fait Keith Jarrett avec ses doigts. Et c'est incroyable de voir ça. Et puis aussi avec des mythes fondateurs de l'humanité, notamment le mythe de l'enfant abandonné sur les eaux. Zisenzat, c'est un spectacle merveilleux d'1 heure à voir en famille, à voir vraiment pour tout le public, parce que c'est un émerveillement. Et c'est un théâtre d'ombre qui réunit une pratique ancestrale avec une pratique méga moderne, mais détournée. Donc je vous en propose un extrait. Every day along about evening, whenever the sunlight's beginning to fade, I ride through the slumbering shadows along the Navajo Trail. Whenever it's night and the crickets are calling, and then the coyotes are making high dream. Voilà. Ouais. Venez le voir, c'est vraiment superbe. Et c'est un spectacle aussi que l'on va porter en tournée. Donc on s'occupe, c'est une première française. Et donc le Théâtre Garonne va s'occuper du déploiement du travail de Phil Soltanov, qui sera aussi en résidence ici pour un nouveau travail. Donc nous enchaînons, Stéphane, avec un scénographe que nous aimons tous les deux et que je te laisse présenter. Et je ne sais plus si tu avais parlé de Marionettissimo sur Phil Soltanov. Ah oui, absolument. Phil Soltanov, Stephen Wendt, et aussi ce spectacle est en partenariat. C'était un partenariat vraiment que j'ai trouvé joyeux, nécessaire, avec le festival Marionettissimo. C'est dans leur sujet. Alors oui, on aime ce metteur en scène, mais au-delà de ça, c'est à peu près inimaginable de lancer comme ça un nouveau rendez-vous autour de la scénographie sans avoir une des grandes figures de la scénographie. Philippe Ken est donc un grand metteur en scène, mais qui conçoit toutes ces scénographies et même qui travaille beaucoup pour d'autres chorégraphes ou metteurs en scène. Par exemple, Mike Stewart récemment, qui est extrêmement reconnu pour ça. Donc voilà, c'était aussi une présence, j'ai pas envie de dire obligatoire, mais quand même incontournable. Donc c'est ça qui nous fait plaisir aussi. Et il a accepté avec d'autant plus de plaisir que donc il crée ce nouveau spectacle, le paradoxe de John. Alors je ne peux pas vous raconter exactement ce que c'est, ça n'existe pas encore. Ce sera créé à Paris au Festival d'automne, donc cet automne. Je peux vous dire que le titre, le paradoxe de John, en fait, c'est encore dans cette série de gens qui revisitent leur premier geste. Le premier geste, c'était un autre spectacle, il y a 20 ans, de Philippe Ken, qui s'appelait L'effet de Serge. Et l'effet de Serge, c'était... Philippe Ken, il conçoit des espaces, en tant que scénographe et metteur en scène, dans le même mouvement. Je veux dire par là que ce qu'il imagine sur le plateau, c'est toujours un espace qui peut être un refuge, un abri, une maison, un théâtre, et un peu tout ça en même temps. Donc l'effet de Serge, la trame, vous ne le verrez pas, je ne vais pas vous le raconter, mais en gros la trame, c'était un gars qui est artiste, qui est chez lui, dans son petit appart, et qui transforme son petit appart en grand théâtre, pour ses potes. Et dans un trouble comme ça de son intimité, de son histoire, de son quotidien, et de la nécessité de montrer, de la nécessité de partager en fait ces petites aventures artistiques.
20 ans plus tard, le paradoxe de John, c'est un peu comme si Serge avait 20 ans de plus et s'appelait John. Et qu'il était arrivé quelque part, c'est-à-dire que là, John a monté une galerie, donc il est en train de l'aménager. Apparemment, ça prend beaucoup de temps, d'autant que sa galerie, en fait, c'est un peu il y vit dedans. Et il a plein de potes qui le visitent, un peu qui le squattent en réalité, à tel point que dans chaque ville où est présenté le spectacle, il y aura vraiment des musiciens, un à chaque fois, qui viendra squatter la scène pendant le spectacle. Donc voilà. Et c'est voilà, ce qui est intéressant là-dedans, et pourquoi c'est dans ce moment-là qui s'appelle Scéno, au-delà de, évidemment, c'est Philippe Ken, donc, mais c'est que vraiment l'idée même de scénographie, qui est en fait le premier geste pour qu'existe le théâtre, quel que soit l'espace qu'on imagine, même si on est chez soi, ou même si on invente des trucs voilà, qui ne sont pas vraiment des théâtres au sens propre, ben voilà, ce geste-là qui crée le spectacle et qui crée la nécessité du partage avec le public, c'est ça qui est au cœur de son travail. C'est aussi pour ça que ce spectacle a tout son sens au cœur de Scéno. Juste après le paradoxe de John, donc c'est H qui va être présenté donc au Théâtre de la Cité. Donc H est un spectacle que j'ai créé avec et pour Shantala Shivalingappa. Shantala Shivalingappa, c'est une danseuse, la référence du Kuchipudi, en fait, cette danse indienne, mais elle est aussi cette danseuse qui a été pendant plus de 10 ans avec la troupe de Pina Bausch. C'est à Düsseldorf, donc je la rencontre, c'est Pina Bausch qui nous a présenté, et j'ai précisément au moment où je créais avec Stéphanie Fuster « Qu'est-ce que tu deviens ?» Et donc nous avons parlé de ça avec Shantala, et ça a mis 10 ans, mais H est le dernier spectacle qui clôt ce cycle des portraits de femmes. Et si j'ai voulu proposer au Théâtre de la Cité de faire cette reprise de H dans le cadre de Scéno, c'est qu'il se passe dans H quelque chose que je n'avais pas souhaité au départ, je n'avais pas imaginé au départ, c'est arrivé comme ça. On a découvert, Shantala et moi, qu'il existait dans le Kuchipudi, dans sa danse, une forme de géométrie. Chaque geste, il y avait contenu des géométries, des mathématiques. Et en déployant ces gestes et en les rendant visibles sur le plateau, à l'aide de cendres, en fait, Shantala dessine d'une certaine manière le monde. Et elle se fait, pour ainsi dire, scénographe. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais c'est fou que finalement, dans ce spectacle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait le geste du scénographe. C'est une danseuse, mais qui, par sa danse, dessine le monde. Donc, moi, je suis très, très heureux de faire cette reprise. Ça sera au Théâtre de la Cité pour 4 représentations. Et puis, le dernier spectacle de Scéno, Marie va nous présenter cette artiste merveilleuse que j'adore. Mite Varlop, qui est belge, qui est une artiste plasticienne et metteuse en scène, qui est de renommée internationale, qui était à Avignon l'an dernier, qui est dans tous les festivals internationaux. Et elle vient ici avec encore une sorte de revisitation d'une de ses premières pièces qu'il a propulsée en tant qu'artiste et qu'il a révélée, qui s'appelle donc After All Springville. Donc, il s'appelait Springville, pardon. Donc, ce spectacle, c'est un théâtre d'objets, on peut dire, avec des humains. C'est une communauté de créatures, de personnages, objets, loufoques, qui est visible en famille à partir de 12 ans et dont on va regarder un extrait.
Voilà, Springville et maintenant After All Springville. Bravo Midvarlop, ces spectacles, c'est beau les reprises. Le fait de faire des reprises, c'est son premier geste, c'est le spectacle qui l'a révélé. C'est une artiste extraordinaire. À voir en famille, venez voir, c'est vraiment prodigieux. On invite maintenant Rostan Chentouf à nous rejoindre sur le plateau, puisque un festival en suit un autre, après Céno, c'est Dansorama, que Rostan va nous présenter. Et Marie, j'aimerais bien que tu nous dises un mot avant Rostan sur l'histoire aussi de la danse à Garonne. Non, simplement qu'on a accompagné depuis plusieurs années le festival de la place de la danse de manière complètement évidente chaque année. Et à l'arrivée de Rostan, je dois dire que la rencontre artistique a été absolument évidente. Et donc, on a décidé de présenter ensemble 4 spectacles qui seront l'ouverture et la clôture du festival, en plus. Voilà. Et donc, Stéphane et Rostan vont nous parler de ces 4 spectacles. Mais peut-être avant de parler des spectacles, Rostan, alors, c'est quoi Dansorama ? Merci Marie, merci Stéphane, merci Aurélien. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être là ce soir à nouveau. C'est très juste ce que tu viens de dire Marie. La rencontre artistique humaine avec Aurélien, Stéphane, Marie et l'ensemble de l'équipe du Garonne s'est faite dans des conditions inouïes, marquantes. Ça m'a vraiment permis de me sentir très bien à mon arrivée à Toulouse. J'ai senti beaucoup de joie, de désir, de curiosité aussi pour qu'on puisse élaborer, projeter, réfléchir, émettre des hypothèses, désirer, et puis rendre tout cela possible. Et c'est le cas. En 26, c'est la première édition de ce festival. C'est la première fois que je vais vous dire ce que j'aime dans le chorégraphique et dans la danse, accompagné de nombreux partenaires, dont le Garonne. Dansorama, c'est un festival de danse qui permet, grâce à ce qu'on nomme festival, de marquer dans des espaces, dans des temporalités très condensées. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans le festival. C'est un continuum, certes, qui a un début, qui a une fin, mais qui permet de propager, de proliférer des gestes chorégraphiques à travers plusieurs terrains, plusieurs salles de spectacle et à travers la ville de Toulouse. C'est donc un espace-temps. Dansorama, c'est un nouveau nom que nous donnons à ce festival, non pas pour effacer les précédents, mais pour réactiver, pour reformuler, pour s'engager autrement à aborder l'étendue du chorégraphique. C'est voir loin, voir large. On a beaucoup aimé en équipe la contraction qu'on peut y trouver entre danser et panorama. J'espère que ce sera du repos aussi dans ce monde où nous avons sans doute besoin de temps et d'espace pour regarder, prêter attention à des formes, des gestes, et peut-être se reposer grâce à ces gestes et ces formes et ces artistes, débattre, échanger et puis continuer, insister dans ce que nous entreprenons. En gros, c'est ça, Dansorama. Alors, créer de l'espace et du temps, c'est exactement ce que fait, parmi les 4 spectacles qu'on accueille ensemble dans Dansorama, la plupart, les 3, en tout cas, sont des chorégraphes à découvrir. Et puis, en ouverture, c'est à redécouvrir en permanence. On ne la découvre pas, c'est Lia Rodriguez. Qui donc, elle, sait ouvrir des espaces, sait ouvrir du temps, notamment avec ce spectacle-là qui en fait clôt une trilogie entamée avec 2 spectacles qui sont passés par ici, Furia et Encantado. Et Borda, ça veut dire plusieurs choses en portugais, ça veut dire la frontière, ça veut dire la broderie aussi. Ce spectacle, en une petite heure, passe de cet état-là, tel que vous le voyez, ça c'est un peu le début, c'est une sorte de sculpture humaine, avec tout ce que vous voyez ici, c'est tous les vêtements, tous les costumes, tous les accessoires. En fait, elle a collecté l'IA au fil de 35 ans de carrière, tout ce qu'elle avait déjà utilisé dans les spectacles. Donc c'est encore un geste vers le passé, la trace de ce qui a existé avant, pour le réactiver, pour le faire vivre différemment.
Donc elle a récupéré ça, augmenté 2, et ça peut peut-être se deviner pour ceux qui connaissent le spectacle et celles qui connaissent le spectacle. Il se trouve que Maggie Marin et Léa sont très liées, et que Maggie Marin a fait don en fait des costumes de Maybe à Léa, qu'elle a utilisé dans ce spectacle. Donc il y a un petit bout de Maybe en fait qui se balade aussi et qui vit une nouvelle vie différente. Donc on part de ça, et donc comme je disais, en à peine 1 heure, on finit dans un délire de couleurs, de gestes, une physicalité incroyable. C'est-à-dire c'est pas de la transe, je dirais pas ça, c'est pas vraiment la bonne définition du truc, mais c'est quelque chose qui vous rend dingue, vraiment. En 20 minutes, elle arrive à mettre quand même tout le monde d'accord, accessoirement tout le monde debout aussi. Et bon, voilà. Pour moi, c'est absolument un manque. C'est une des... Je dis pas toujours, j'ai pris une claque quand je parle des spectacles qui passent ici. Je l'ai vu il y a 3 semaines, j'ai pris une claque. Je confirme. Et donc, par contre, il y a aussi, donc, à côté de cette grande figure, des gens que nous-mêmes, nous ne connaissions pas. Et heureusement, c'est les vertus du partenariat, c'est qu'on peut nous aussi découvrir des nouveaux chorégraphes et des nouvelles chorégraphes. Absolument. C'est à moi de parler, là, c'est ça? C'est comme tu veux, mais comme tu es là, on va en profiter, Marco quoi. da Silva Ferreira, mon Dieu, Carcassa, oh là là. Je dis oh là là parce que je garde une forte impression de ce spectacle. En le voyant, je me suis dit, mais mon Dieu, si j'avais pu découvrir ce spectacle, si seulement ça avait été mon premier spectacle. Après, je suis très heureux du premier spectacle de danse que j'ai vu dans ma vie, mais j'aurais adoré que ce soit celui-ci aussi, comme j'étais très heureux de le voir après un certain parcours de spectateur. Et c'est vraiment le spectacle à découvrir. Si vous, dans votre entourage, vous avez des personnes qui ne connaissent pas encore la danse contemporaine, s'il vous plaît, invitez-les, proposez-leur de vous accompagner. Et vous, allez-y, c'est inouï ce que Marco da Silva et son équipe ont réussi, selon moi, avec Arcassa. C'est une pièce avec 10 danseurs et danseuses, 2 musiciens. C'est flamboyant, c'est monumental. Ils réussissent à concilier, réconcilier, réunir, grâce à leur goût, leur passion dingue pour la danse, toutes les couleurs qui font la danse. Du baroque en passant par les danses traditionnelles, les danses folkloriques, la house, le gabber, la danse contemporaine. Et tout cela avec vraiment cet art qu'a Marco da Silva Ferreira à composer le geste chorégraphique en prenant graduellement le temps de l'intensité de ce geste qui se déploie, qui se répand. C'est inouï. Vraiment, je vous assure, il y a 3 représentations. On a vraiment de la chance. Il a fait le monde entier avec cette pièce. On a réussi, avec beaucoup de patience, à ce qu'il puisse poser ses valises à Toulouse. Courez vraiment. Les places au Théâtre de la Cité sont déjà toutes vendues. Dieu merci, c'est la joie du partenariat, c'est de pouvoir se répartir des places et d'en garder pour les copains et les copines. Et donc, vous avez la possibilité d'en réserver à Garonne. Et puis, par la suite, une fois que toutes les places du Garonne auront été vendues... C'est-à-dire très vite? Très vite, vous aurez la possibilité d'en réserver auprès de la place de la danse. Mais vraiment, cette pièce, c'est une leçon dingue de comment la danse, en fait, enivre, secoue, agite durablement. Et c'est une très forte impression qu'il vous restera, je pense, après avoir traversé Carcassa. Beaucoup de monde sur le plateau, et c'est donc sur le grand plateau du Théâtre de la Cité. Le spectacle dont on va parler maintenant, il y a une seule personne sur le plateau. Donc c'est un peu l'inverse, on pourrait penser. Mais on aurait tort, en fait. Parce que certes, il est tout seul, Tyrone Willems, quand il fait Black Milk. Il est originaire d'Afrique du Sud, il est installé en Suisse. C'est une des figures montantes vraiment à l'échelle à minima de l'Europe, mais du monde à n'en pas douter. Il est au début de sa carrière, et quand on voit la tranche du début, on se dit que ouais, ça va aller quand même très très loin. Et pourquoi je disais qu'on se tromperait parce qu'on croit qu'il est tout seul? Non, il est vraiment tout seul dans Black Milk, mais il occupe tellement le plateau à lui tout seul, précisément. Je vais être obligé de redire que j'ai pris une claque. Mais ça fait j'avais droit à 2 fois, j'ai utilisé mes 2 fois. Ça, j'ai vu ça en septembre dernier, ça date déjà un peu, mais je sens encore
la claque sur la joue, en fait. Ne ratez pas ça si vous aimez ces belles physicalités, ces gens qui savent aussi dessiner un espace à travers leur gestuelle, la scénographie de leur propre corps et de leur propre vocabulaire chorégraphique, c'est assez incroyable. Et par ailleurs, sur le spectacle lui-même, on va pas raconter, mais qui est aussi d'une écriture, c'est assez rare que je vois des spectacles de danse, à ce point bien écrits. C'est redoutablement bien écrit. Et ça mêle, parce que ça se balade dans des espaces hybrides, mais assez radicaux en même temps. Donc il y a cette multiplicité comme ça de registres, d'univers, de choses dans lesquelles on peut se projeter et qui sont souvent très très proches en fait de l'actualité. Ça part d'ailleurs, en fait, le spectacle part de la mort de George Floyd. Donc il y a cet Afro-Américain qui a été tué par des policiers aux États-Unis en 2020, et le spectacle démarre. Il est de dos avec son hoodie. Et il reproduit des gestuelles de celles qu'on a vues dans les manifestations afro-américaines du Black Lives Matter. On reconnaît ça tout de suite, même si on ne connaît pas. On reconnaît. On sait qu'il y a de la rage, on sait qu'il y a un mouvement de protestation, on sait qu'il est tout seul, mais qu'il a la puissance du corps qui peut faire bouger les choses. Et je trouve que le spectacle, ce qu'il raconte, c'est ça. Qu'on soit tout seul ou pas tout seul. Mais il provoque ça. Alors, il se trouve qu'il a le talent pour nous faire imaginer qu'on peut... Voilà, que c'est possible de faire bouger une société à travers simplement sa présence et son corps. Mais politiquement, je pense qu'il a tout à fait raison. Ce sera la clôture du Festival Dansorama. C'est la première fois que nous invitons Tyrone Willems à Toulouse. C'est vraiment une nouvelle voie, je pense, du chorégraphique et de la danse. Et nous souhaiterions, j'espère, on aura l'occasion de le faire, à partir de ce premier opus, vraiment de l'accompagner, et puis de vous permettre aussi de suivre, de cheminer avec lui à travers ce qui s'annonce être une œuvre assez remarquable, je pense. Donc vraiment Black Milk, allez-y. Et du coup, la soirée se poursuivra pour cette clôture. Mais oui, double programme en clôture de Dansorama avec Caterina Andréou, qui est une habituée de Toulouse. On l'a invitée régulièrement au sein de la Place de la Danse. On a accompagné tous ses spectacles en coproduction. Caterina Andréou, elle est grecque. Elle s'est formée en Grèce et en France. Elle partage sa vie. Elle engage sa recherche de chorégraphe et de pédagogue entre la France et la Grèce. C'est sa première pièce de groupe. C'est une pièce pour 4 danseurs, danseuses, dont elle fait partie. Caterina Andréou, elle est assez remarquable, je trouve, parce que là aussi, il y a un ton, il y a une singularité, il y a une voix, il y a un profil très clair, très net, qui affirme une relation à la danse, une relation chorégraphique. Elle travaille la mélancolie, le chaos, la saturation et l'esprit du punk. Non pas le punk comme une esthétique, mais comme une pratique qui aujourd'hui devrait être reconvoquée selon elle pour tenter d'éviter, de pondérer, de tempérer, de surmonter ce qui doit l'être pour qu'on puisse tenir debout. C'est une pièce qui travaille l'unisson, la diffraction. Les corps sont au bord de chuter, au bord de s'effondrer. C'est assez remarquable la manière qu'elle a aussi de gérer l'espace. L'espace, il faut imaginer, c'est un grand plateau. Et ils utilisent délibérément, les danseurs et les danseuses utiliseront délibérément une portion congrue de cet espace pour amplifier vraiment cette écriture de la saturation. C'est remarquable, là aussi. Caterina Andréou, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Rostand. Merci Stéphane, merci Rostan. Donc on arrive au mois de mars et là les 5 spectacles qui s'enchaînent en mars et en avril sont, on pourrait dire c'est un cycle mais pas du tout, ce sont toutes des autofictions, ce sont tous des seuls en scène. On l'a découvert comme ça, c'est-à-dire c'est aussi un courant finalement de la création contemporaine de se rendre compte que les artistes puisent finalement dans leur propre histoire, dans leur propre vie, la matière dramaturgique et c'est le cas. On ne l'a pas fait exprès, mais quelque part, c'est un hasard heureux de programmation de découvrir ça, puisque, en fait, ces formes, elles ont ce point en commun, mais aussi elles sont extrêmement différentes. Ça relève du récit intime, ça relève du journal, ça relève de l'enquête, ça relève on va dire, de l'essai aussi, du développement de la pensée, et puis ça relève même du manifeste.
Et donc c'est le premier de ces artistes-là, l'artiste que vous avez probablement déjà vu à Toulouse, c'est Sébastien Barrier. Et je laisse Marie nous parler de ce punk. Donc, ce punk va nous présenter Dear Jason, Dear Andrew. Alors, Sébastien Barrier, en dehors du fait d'être punk, il est aussi conteur, acteur. Il conçoit, enfin, il écrit des spectacles, des performances, je dirais plutôt, qui sont poétiques, drôles, mais aussi très grinçantes, souvent. Donc, Dear Jason, Dear Andrew est un spectacle qu'il a imaginé à partir d'une histoire donc, qui lui est intime, puisqu'il y a un avant et un après dans sa vie, un avant et un après sa rencontre avec donc le groupe, pardon, j'ai un petit trou, Sleaford Mods, le groupe post-punk britannique, qui a complètement bouleversé sa façon de voir la scène, voilà, sa façon de faire du théâtre. Donc il est tombé raide de dingue de leur musique, mais aussi de leur approche de la scène. Et voilà, cette claque dure, et puis il entreprend de contacter ce groupe. Et à la suite d'une longue relation épistolaire, il décide de faire un spectacle de ça. Donc c'est une situation un peu banale, mais qui en fait est très drôle quand elle est développée par Sébastien Barrier. Et peu à peu, dans ce spectacle donc musical, vidéo, très drôle, il glisse, il digresse vers des notions plus intimes, donc sur la mort, sur la paternité, sur l'amour, sur l'ego et la création aussi. Voilà, donc ce sera présenté au Sorano, avec le Théâtre Sorano et au Sorano. C'est tout ? Oui, absolument. J'oublie rien ? Oui, absolument. Et c'est... juste pour vous dire, c'est le parcours d'un fan. Il cherche à contacter son groupe et évidemment, son groupe ne lui répond jamais. Et donc, c'est le désespoir de ce fan-là. Et c'est vraiment très, très drôle. C'est très fin, très subtil. Pardon ? J'ai spoilé un peu. Il faut un peu spoiler parce qu'il faut venir voir ce spectacle. C'est vraiment très, très drôle. 3 représentations au Théâtre Sorano. Donc, on enchaîne avec un spectacle que l'on a découvert au Festival Circa au mois d'octobre dernier. Donc c'est le travail d'Anna Taubert et de Fragan Kelker. Donc c'est Suzanne, une histoire de cirque. Suzanne, une histoire de cirque, c'est l'histoire d'une Toulousaine. Suzanne est toulousaine et c'est une ancienne artiste de cirque. Anna Taubert, qui est elle-même toulousaine et qui est partie de Toulouse, mais qui a fait tout un parcours dans le cirque, mais qui est chargée de prod en fait dans des compagnies de cirque. Elle s'est intéressée par le plus grand des hasards. C'était la voisine de sa grand-mère qui connaissait une artiste en disant, vous savez, moi je connais une ancienne artiste de cirque, Suzanne, voilà. Et donc Anna Taubert l'a rencontrée, cette Suzanne qui faisait un duo de cadre aérien avec son partenaire, et elle a cherché au fond de sa mémoire et dans la relation avec Suzanne, qui est un véritable personnage, elle a cherché avec elle et avec l'aide de plein d'autres artistes de Toulouse, de la région et à la Grainerie, c'est assez drôle de voir ça dans le spectacle, à reconstituer le numéro de Suzanne. Je vous propose tout de suite de voir un extrait. Oui, mais je suis pas artiste de cirque sur la piste. Oui, vous faites de la production. Donc moi, évidemment, ça me fait plaisir de la rencontrer pour évoquer des vieux souvenirs ensemble. Et puis peut-être qu'elle, de son côté, ça lui ferait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui les a pas oubliés et qui se souvient de leur numéro. C'est un numéro, bon, il y en a que j'ai oublié, mais ce numéro m'avait toujours énormément impressionné. Et voilà.
Puis en plus, bon, comme je savais qu'ils étaient toulousains. On a trouvé un vieux trapèze, un vieux cadre comme ça, et tout le monde a commencé à sauter là-dessus, et nous deux, on en a réchappé. Voilà. Le premier exercice, qu'est-ce que c'était? Faut que je réfléchisse. Eh oui, je sais bien. Voilà, extraordinaire personnage. Alors ce spectacle, c'est une conférence, c'est aussi un film, c'est aussi un spectacle. C'est le portrait de Suzanne, mais c'est aussi le portrait d'Anna Taubert. C'est ça qui est très beau. Elle se met en scène, évidemment, elle est sur le plateau, mais aussi on la voit dans le film qui est fait. Toujours, elle se filme et elle filme tout. La rencontre avec Suzanne, tout son dialogue. Et c'est vraiment un spectacle formidable. Pour le voir, c'est simple. Il suffit d'aller à la Grainerie la semaine prochaine, mais c'est complet. Donc, vous allez venir le voir au mois de mars. 6 représentations au Théâtre Garonne. C'est aussi ça, je veux dire, cette non-exclusivité, où on va dire, c'est pas parce qu'on l'a présenté une fois qu'on va pas le représenter. Là, ce spectacle, on y croit. C'est une histoire importante pour le cirque. C'est un spectacle sur la mémoire, mais sur l'oubli aussi. Qui se souvient des Antinous, de ce duo? En fait, elle l'a personne, évidemment. C'était tombé complètement dans l'oubli. Et cette jeune artiste, Anna Taubert, leur ressort. C'est absolument formidable comme geste. Voilà, c'est un spectacle à voir. Donc nous continuons ce cycle qui n'en est pas un de d'antifiction avec le prochain spectacle avec une artiste que l'on aime beaucoup à Garonne. On va continuer avec Nadia Begré, qu'on accueille avec la Place de la Danse, encore une fois, et on travaille bien ensemble, beaucoup. Et puis avec James Carles, qui est là, qui nous rejoint. Nadia Begré, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec elle. Donc, elle est seule sur scène, mais quand même, elles sont 3. On va vous expliquer pourquoi. Et c'est bien d'avoir James ici parce que c'est la première fois qu'on travaille vraiment sous cette forme-là, en tout cas, en partenariat avec le centre. Et puis, d'abord c'est dans le cadre d'un festival, de ton festival. En tout cas, c'est lié à ça. Et puis, tu as une histoire aussi parce qu'elle est bien raconté son histoire, mais tu connais bien son histoire parce que vous avez une histoire depuis un petit moment avec Nadia. Avec Nadia, oui. Bonsoir à tout le monde. Peut-être vous situer le festival en 2-3 mots. Le festival Danse et Conte, donc c'est un concept culturel qui met en valeur les savoirs d'Afrique et de sa diaspora qui participe et enrichissent notre réflexion sur le monde contemporain. Donc ça fait 30 ans qu'il existe bientôt. Le festival donc, fait le focus sur le patrimoine des danses modernes, contemporaines urbaines au pluriel, en particulier sur les productions chorégraphiques des diasporas en Occident dans le champ scénique et social du XIXe siècle à nos jours. Voilà. Ça, c'est pour situer le festival. Donc, Nadia, effectivement, je l'ai rencontrée en 2007 chez Germain Akoni, à Toubab Dialao, au Sénégal. Et on s'est vu régulièrement, mais pas tout le temps, depuis. Que vous dire, c'est que Nadia, en fait, était une sacrée interprète, c'est comme ça que je l'ai connue, parce qu'elle dansait pour une compagnie qui s'appelle la compagnie Tchétché, qui est une compagnie, qui était une compagnie, on va dire, très prometteuse de ce qu'on va appeler plus tard la danse contemporaine africaine. Et puis quand Béatrice Tchambé, la chorégraphe, est décédée, Nadia est venue en France, voilà, et a travaillé en France. C'est quoi le lien aussi avec le festival? Il y a beaucoup de liens, c'est-à-dire pour cette 27e édition, on travaille aussi avec la place de la danse sur la question donc, de l'hommage aux grandes figures de la danse. Et donc ça, c'est transcivilisationnel. Et donc la thématique, c'est les chorégraphes danseurs dont les travaux s'inscrivent voilà, dans le cadre du projet que l'on porte. Donc cette année, ça va aller de Isadora Duncan au théoricien Alphonse Thierroux, dont je vais vous dire un mot tout à l'heure, donc en passant par Nadia Begré ou Rico Dumps. Alors Alphonse Thierroux, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est en lien avec cette mouvance. C'est un théoricien, danseur, chorégraphe franco-ivoirien qui est décédé en 2020, pendant le Covid, ou 2021, et qui est à l'origine en fait, du concours international de danse contemporaine africaine en 1994, à Luanda, qui va donner cette mouvance qu'on va appeler la danse contemporaine africaine.
Voilà, donc vous connaissez Salia, Sanou, c'était Douro. Et il travaillait donc avec l'AFA, donc l'Agence française d'action artistique. Et Alphonse est décédé, il a écrit au moins une quinzaine de livres sur l'art plastique, sur les arts africains, sur les masques, sur la danse. Il a beaucoup théorisé et on voulait lui rendre un hommage. Et tous ces travaux qu'on fait depuis donc 35 ans sont sur une plateforme, une partie un peu sur Numéridance et l'autre partie sur une plateforme qu'on a créée cette année, en février, James Carles TV Prestige, sur lequel vous trouvez tous ces, on va dire, toute cette exposition d'artistes de cultures diverses, en fait, qui ont beaucoup produit en pensée, en théorie, en texte, et qui enrichissent nos réflexions sur les formes. Voilà, en gros, ce festival. Donc ça fait le lien avec Nadia et puis tout ça. Et comme effectivement l'exil par la diaspora est au cœur du festival, ce spectacle-là est parfaitement en écho en réalité avec le festival. Nadia, c'est une, je ne sais plus comment tu as dit, c'est une artiste, je ne sais plus ce que tu as utilisé comme mot. Non, c'est une putain d'interprète déjà. Ouais, non, ce que tu disais, c'est une artiste exceptionnelle. Enfin, ah oui, elle est exceptionnelle, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et alors effectivement, elle a beaucoup de caractère, on va dire. Oui. Elle a beaucoup de caractère, la personne et aussi l'interprète, y compris l'interprète de ses propres créations. C'est une artiste du déracinement. C'est pour ça que je pense que c'est totalement cohérent, évidemment, de travailler avec James sur ce spectacle. Ikaku, en fait, c'est le nom du village dans lequel Nadia a grandi, Côte d'Ivoire. C'est un village qui se trouve sur une terre maudite. C'est un village qui n'existe plus. Et c'est vers cette terre maudite, vers ce village disparu, qu'elle va se mettre en quête. C'est vers tout ça qu'elle va se mettre en quête dans le spectacle. Donc c'est encore revenir vers des traces, revenir vers des gestes primitifs ou des vies d'avant. Elle fait ça donc toute seule au plateau, sauf qu'elle est entourée quand même d'une musicienne et une griotte. Parce qu'à travers ces trois figures féminines qui sont sur le plateau, à travers la danse puissante de Nadia, c'est aussi la cohorte des femmes et de la malédiction aussi peut-être des femmes et de l'Afrique, en tout cas dans cette partie-là de l'Afrique, qui ressurgit sur le plateau. On est aussi du côté, on l'a dit pour d'autres précédemment, on est aussi du côté du rituel et de rendre vivant quelque chose, une parole qui avait l'air d'être éteinte, voire même peut-être un village qui effectivement a disparu de la carte. Merci, James. Voilà. J'avais le film, le documentaire peut-être. Il y a deux documentaires que vous pouvez voir sur Nadia, avec Nadia, il y en a d'autres, mais un qui est fait par Élodie Lefebvre, qui est la fille d'Isabelle Solaire, donc, qui est réalisatrice, donc qui est toulousaine, qui a fait le film qui s'appelle Kassa Kassa, C-A-2-S-A, 2 fois, vous trouverez sur Internet ou sur Niédan, où on voit donc Nadia en 2007, donc à ses débuts de travailler. Puis un autre qui est beaucoup plus dense, qui s'appelle Movement Revolution, de Johan Frosch, donc vous trouvez sur Internet, et qui vous donne beaucoup de repères en fait sur ce courant artistique qu'on appelle la danse africaine contemporaine. Voilà, c'est 2 documentaires que je vous recommande, que vous trouverez sur Internet. Le deuxième est payant, mais ça vaut le coup, il y a 4 épisodes. Voilà. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Merci, James. Je demande maintenant à Serge Boras de me rejoindre sur le plateau pour présenter le prochain spectacle que nous faisons ensemble. Donc, nous parlons de Catel Lebren. Catel Lebren est cet artiste de cirque, interprète par exemple chez James Tiré. C'est là où je l'ai découvert, et c'est aussi une artiste qui a travaillé avec moi dans le spectacle Espèce que j'ai créé en 2016, qui a développé sa compagnie, donc la compagnie Allégorie, et qui a fait ce spectacle des nuits pour voir le jour, où elle raconte sa propre histoire, son propre parcours de circassienne à partir de ses blessures. Nous avons découvert ce spectacle ensemble, Serge, à Circa en octobre. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir toutes et tous. Bonsoir. Dire que la petite séquence circassienne, j'ai beaucoup apprécié. J'arrive avec un peu de retard, mais parce que ce soir, c'est aussi le lancement des 40 ans de l'école de cirque de Toulouse, de l'école du Lido, la plus belle école du monde, la plus belle école de cirque du monde.
que Sébastien Barrier a fréquenté dans les années 90 et qu'un certain Aurélien a fréquenté il y a quelques années aussi. C'est vraiment la plus belle école de cirque du monde. Catel Lebrun, le métier de la grainerie, outre montrer les spectacles, c'est les accompagner en création tout au long du parcours. Donc on a commencé à discuter de cette pièce en 2021. Voilà, 4 années se sont écoulées entre les premières discussions entre Catel et la grainerie et les représentations que vous allez voir. Des Nuits pour voir le jour, c'est un parcours de vie, c'est un récit, mais c'est du cirque. C'est un récit autour de la blessure qui dans le cirque, comme dans la vie, bien sûr, est quelque chose qui déclenche l'empêchement. Et autour de cette question de l'empêchement, elle va nous raconter comment, de ces blessures, elle a eu évidemment des temps malheureux, mais aussi des temps très drôles. Comment, de l'empêchement, elle est passée au dépassement. Comment elle est arrivée jusqu'à la célébration. Et donc, bien qu'elle nous parle que ces blessures, comme ça, soient le fil rouge du spectacle, en fait, c'est quelque chose de très joyeux, de très lumineux. Et évidemment, elle fera un parallèle avec l'empêchement d'un corps de femme acrobate, équilibriste, mais aussi avec l'empêchement encore vrai de nos jours pour certaines femmes artistes de pouvoir produire le spectacle. Ça viendra traverser toute son histoire. Et puis, c'est fait d'une façon scénographique que je ne peux pas complètement dévoiler, je n'en ai pas l'autorisation. Mais voilà, vous voyagerez véritablement à travers cette pièce avec 4 phases de sa vie. L'initiation, le face-à-face, ça y est, j'en oublie une, et la cérémonie qui est la célébration. Et il y en a une qui m'échappe. Et je ne pourrais pas t'aider puisque je ne connaissais pas l'existence de ces phases. Mais par contre, le dispositif est incroyable. C'est une petite jauge sautée sur les places parce qu'il n'y a que 4 représentations avec une jauge de 100 places. C'est un travail qui est absolument sensible et je dirais que ce n'est pas une artiste de cirque qui raconte ses blessures, mais ses blessures qui nous racontent son art. C'est ça. Alors juste un petit avertissement, c'est typiquement le genre de pièce où à la fin, au salut, absolument tout le public est un petit peu amoureux ou amoureuse de l'actrice. Voilà, pour prévenir les effets de rivalité éventuels, vous êtes prévenus. À voir en famille aussi, c'est un spectacle comme beaucoup d'autres. Vous pouvez venir, c'est pour tous les âges. Voilà, et j'invite maintenant Julien Cassier à venir nous présenter le prochain spectacle. Donc le prochain spectacle est un spectacle de Daniele Di Michele et que Julien Cassier va mettre en scène. Donc Julien Cassier du GDRA qui va mettre en scène Daniele et qui va être aussi scénographe de ce spectacle-là. Daniele, c'est cet artiste que vous connaissez peut-être sous le nom de Don Pasta parce qu'il a été toulousain quelques années et puis il est reparti à Rome. Il est anthropologue, il a écrit 6 livres essentiellement sur la cuisine. Il est devenu aussi cinéaste, un très bon cinéaste avec des films qui ont eu beaucoup de succès, dont I Villani, qui a été déjà projeté à Toulouse mais qu'on va avec la Cinémathèque reprojeter. Et nous accompagnons en production ce spectacle qui s'appelle Conte Solo et dont Julien va nous parler. Ils seront donc en création, en résidence au Garonne sur plusieurs périodes jusqu'en avril. Et donc c'est un spectacle à découvrir. On est vraiment très très heureux d'accueillir Julien et Daniele dans cette aventure. Julien, si tu peux bien nous dire quelques mots sur le spectacle. Merci Aurélien. Donc Daniele est performeur, et il est DJ, et il est auteur et réalisateur de films. Et finalement, dans Conte Solo, il rassemble un peu toutes ses qualités et il a voulu aussi rassembler un peu tout son travail sur la cuisine, puisqu'il travaille sur la cuisine. Et la cuisine quotidienne et familiale. Donc pas la cuisine des grands chefs, mais plutôt la cuisine qu'on fait, qui est la cuisine ordinaire finalement, qu'on fait un peu tous les jours, toutes et tous. Et c'est là-dessus, c'est une cuisine qui est un peu minorée quand même par rapport à la grande cuisine. Et c'est là-dessus qu'il s'est concentré. Et donc il vient des Pouilles italiennes, il a grandi dans les Pouilles italiennes et dans sa famille, il y a quelque chose de sacré, c'est la sauce tomate. Donc la sauce tomate qui se fait, toute la famille se réunit pour préparer ça et notamment mettre une petite feuille de basilic pour que l'hiver on puisse quand même se rappeler de l'été quoi.
Et donc, à un moment, Daniele a fait des études d'économie, il était déjà passionné de musique, et puis il est parti de chez lui, il a dû partir, et il a voulu finalement retrouver un peu cette saveur, notamment celle de la sauce tomate. Et en fait, il a eu du mal. Il a cherché les tomates. Il est venu à Toulouse. Pourtant, à Toulouse, on a aussi des bons produits, tout ça. Mais il n'a pas retrouvé finalement cette magie un petit peu de la sauce tomate telle que la faisait sa grand-mère. Parce que c'est sa grand-mère qui pilotait un peu toute la préparation de la sauce tomate à la maison, d'une main de fer. Et donc, ça l'a questionné. Finalement, c'est en partie de là que vient tout son travail. Donc, il est rentré chez lui pour aller filmer sa grand-mère. Et pour qu'elle lui dise un peu, qu'elle lui livre un petit peu ses secrets de recettes. Et il a commencé à la filmer, elle. À chaque fois, il était un peu déçu parce que finalement, les secrets, ça vient pas comme ça, quoi. Donc, il est parti filmer d'autres personnes. Et il a filmé beaucoup de nonne. En Italie, un peu partout, donc des spécialistes du baba au rhum, par exemple. Et à chaque fois, il leur posait cette question, mais alors c'est quoi le secret ? Comment tu fais, quoi ? Comment tu fais pour... Et la réponse était toujours un peu évasive, parce que avec un four dont le thermostat marche pas, le baba au rhum est quand même merveilleux, quoi. Mais bon, parce qu'elle met la main, c'est un peu, voilà, au nez, on sent, on écoute... voilà. Donc finalement, il repartait de tous ces collectages, puisqu'il a filmé toutes ces personnes, avec pas grand-chose finalement pour lui s'améliorer, parce que c'est quand même et pour percer ses secrets de recettes. En fait, il y a la question de la transmission qui est très présente dans le spectacle qu'on est en train d'écrire. Et du côté parcellaire, en fait, de cette transmission. Toute transmission se fait, mais il manque toujours quelque chose. Et Daniele est toujours en quête d'un peu plus pour en savoir toujours un petit peu plus. Et donc là, je commence peut-être à prendre un petit peu de temps, et donc on n'en a plus trop, mais c'est quand même une réflexion sur le temps. Parce que justement, prendre son temps, même quand il fait chaud, qu'on en a un petit peu marre, mais prendre son temps de toucher les aliments, prendre son temps de faire à manger à la maison, et c'est déjà finalement un acte politique. Et c'est tout ça que Daniele va essayer de nous raconter dans sa pièce. Et comment il va faire ? Il va mettre en action son corps, puisque lui, c'est un homme de terrain, donc il va à la rencontre des gens, et il va préparer une recette qui sera un peu on va suivre la dramaturgie de la pièce est faite autour d'une recette de pâtes que Daniele fera devant nous, tout en convoquant à la fois les personnes qu'il a filmées et sa propre famille et son récit de vie. Voilà, j'arrête là. Merci beaucoup Julien. Au mois de mai, on enchaîne avec le festival L'Histoire à venir, dont tu peux dire un mot et demi. Je vois de plus en plus d'éventails qui s'agitent, mais de plus en plus faiblement, donc effectivement, ça doit vouloir dire qu'il fait chaud et qu'il est un peu tard. L'Histoire à venir, c'est un festival dont l'année prochaine, ce sera la 9e édition. Je vais juste dire que cette édition-là, qui a fini il y a 3 semaines, était magnifique, que vraiment le festival s'est très bien s'inscrit de plus en plus à l'échelle de la ville, à l'échelle aussi de ses alentours, mais aussi à l'échelle nationale, et que ce n'était pas gagné, parce qu'il y a de très grands festivals d'histoire, puisque c'est un festival d'histoire, et que pourquoi un festival d'histoire ? Je crois que vu les temps que nous traversons ou par lesquels nous sommes traversés, se dire, ce qui est l'objectif initial de ce festival, que grâce au recours de l'histoire, on peut se projeter dans l'avenir paraissant de plus en plus bouché, je pense qu'il faut de plus en plus, non pas se projeter dans le passé mais en tout cas avoir recours à toute l'intelligence et à tout le savoir que le festival convoque sur les plateaux de ce théâtre, mais aussi dans 20 ou 30 lieux partout en ville, parce que ça s'adresse effectivement à toute la ville. Voilà, rendez-vous du 14 au 17 mai pour la 9e édition. La saison se terminera avec un spectacle de Pierre Rigal,
qui s'appelle Ballet Jogging. Alors, il y a quelques spectacles dans la saison, mais on ne peut pas vous dire lesquels, qui sont participatifs, c'est-à-dire où il y a la participation du public, de volontaires, d'amateurs qui sont d'accord pour être dans le spectacle. Mais là, sur Ballet Jogging, il faut le dire, parce qu'on va commencer à recruter Pierre Rigal à composer une pièce pour 200 joggers, amatrices et amateurs. On peut regarder tout de suite un extrait vidéo. Le seul critère pour participer à ce spectacle, c'est de pouvoir courir 45 minutes sans s'arrêter. Donc c'est un spectacle fait que de courses, c'est donc une pratique qui normalement est solitaire. Et là c'est une pratique de groupe. Pierre Rigal s'est inspiré des murmurations, c'est-à-dire des mouvements d'oiseaux ou des bancs de poissons. Et c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a une très très grande diversité de participantes et de participants. Et pourquoi ? Parce que la course à pied, la sociologie de la course à pied est extraordinaire. Tout le monde court, tous les âges, tous les milieux socioculturels. Et c'est d'abord une pratique solitaire, bien sûr, mais qui devient, avec Pierre Rigal, une pratique collective. Donc c'est un spectacle extrêmement touchant, car on voit tous ces gens qui courent, et il y a une question qui nous vient à l'esprit, c'est mais pourquoi court-on ? Et surtout, quand on les voit tous courir, on se dit mais où on va ? Et donc, c'est ces deux questions qui émergent avec le spectacle de Pierre Rigal. Alors, c'est tout un processus, puisqu'on va reproduire ce spectacle. Donc, on va commencer à recruter à partir de la rentrée. Ensuite, il y aura un processus de répétition à partir de mars. On va trouver un stade, grâce à la ville de Toulouse, dans la ville. Et donc, fin mai, début juin, il y aura la présentation au public de ce spectacle. Pierre Rigal a fait vraiment un geste tout à fait étonnant et d'une certaine manière qui réunit ce qui a changé sa vie à Pierre Rigal, ou qui a guidé sa vie, le sport, puisqu'il a été athlète de haut niveau et que lui-même est un coureur et lui-même continue à être ce drogué de la course, c'est-à-dire à courir tous les jours. Et puis évidemment, la danse, d'en faire un ballet. Donc voilà, rendez-vous à la rentrée pour plus d'informations. Et la boucle est finie. On arrive à nouveau fin juin aux avant-premières avant Avignon, dont je vous parlais dans cette présentation de saison. Donc les avant-premières avant Avignon 26, je ne peux pas vous les révéler, tout simplement parce que c'est en partenariat avec le Festival d'Avignon, qui annoncera sa programmation à la conférence de presse en avril 2026. Et à ce moment-là, on révélera l'artiste qu'on accompagne dans ce programme avant-première avant Avignon. Mais par contre, on peut vous rappeler de ce qui se passe la semaine prochaine et puis la suivante au Théâtre Garonne. Donc Nexus de l'adoration, venez voir ce décor s'animer. Il y a beaucoup de monde sur le plateau, il y a plein de couleurs, c'est une comédie musicale, il y a de la danse, il y a de la musique, c'est très mélancolique et c'est aussi totalement futuriste. Et puis le 3 et 4 juillet, Israël Galvan et
Mohamed El Khatib, donc 2 artistes phares de la scène contemporaine, vous les connaissez certainement. Israël Galvan, c'est ce danseur de flamenco absolument incroyable qui a révolutionné son art, et Mohamed El Khatib, c'est ce metteur en scène qui est aussi d'une certaine manière un peu sociologue, un peu politologue, c'est un peu ce théâtre aussi du réel, documentaire, mais surtout c'est du théâtre, et tous les deux, ils s'interrogent sur leur père, c'est-à-dire sur leur père, de quelle façon? Par la déception de leur père. Leurs pères sont déçus du parcours de leur fils. Donc ça rejoint un sujet universel. Et donc Israël et Mohamed, il s'agit de cette relation au père. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette présentation de saison qui touche à sa fin. Quelques mots sur la politique tarifaire. Donc, la partie qu'il faut regarder, c'est les carnets Garonne. Donc, on a conservé les 2 formules en solo et partageable. Pourquoi? Parce que c'est super de s'abonner et de voir plein de spectacles, parce que franchement, on a envie de tous les voir. Et puis aussi, c'est super de prendre des carnets partageables et d'être prosélyte. Venez en groupe, proposez les spectacles à vos amis, à votre famille. Et donc, voilà, c'est 2 types d'abonnements. Un petit mot également pour remercier l'équipe du Théâtre Garonne qui est à fond vraiment toute l'année pour composer cette saison, donc les voici. Et puis aussi un mot pour remercier nos partenaires sans qui le théâtre ne serait pas possible, donc le ministère de la Culture, la mairie de Toulouse, la région Occitanie et le département de la Haute-Garonne. Donc vous avez entendu parler, je pense que je ne vous apprends rien, que le contexte budgétaire est très tendu et que nous avons eu de grandes difficultés en 2025 budgétaires, que ces difficultés semblent se prolonger en 26, mais que nous sommes en discussion avec nos partenaires financiers pour essayer de trouver des solutions structurelles pour l'avenir du Théâtre Garonne et pour que nous puissions continuer à assurer nos missions. Voilà, nous avons besoin de votre soutien. Prenez des places. Vous avez bien compris. L'ensemble des partenaires est présent ici. Et nous nous retrouvons enfin au Bistrot Garonne. J'espère qu'il fera un peu plus frais. Et autour d'un verre, si vous avez envie de rencontrer l'équipe et de nous parler. Voilà, je vous remercie beaucoup. Le bistrot, merci. Merci à nos interprètes, merci à Stéphane et Marie, merci aux invités. Et le bistrot est ouvert jusqu'à fin juillet en mode été, c'est-à-dire à partir de 16h jusqu'à minuit. Vous pouvez venir ici sur la terrasse et boire un verre avec vos amis. Merci à toutes et à tous.